chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Et bonsoir à tous, c'est Mel et Deb sur Radio Grand Lac 92.1. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter chaque soir, chaque jour. Ce soir, une émission particulière pour la troisième des chaussettes dépareillées, qui est sur l'hypersensibilité ou la haute sensibilité. Je sais que nombre d'entre vous sont concernés par cette caractéristique. Et ce soir, avec Deb, on a la chance d'avoir la personne, celui qui a créé l'Observatoire de la sensibilité en France. On est très heureuse qu'il soit avec nous. Alors pas physiquement, mais au téléphone. Bonsoir Saverio Tomasella. Bonsoir Mel. Je suis ravie, vraiment, on est hyper contente de t'avoir avec nous pour cette nouvelle émission des chaussettes dépareillées. Tu es devenu le spécialiste en France de l'hypersensibilité, ou comme tu préfères l'appeler, la haute sensibilité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est fait? Comment tu es arrivé à devenir le spécialiste de l'hypersensibilité en France? En fait, ça s'est fait assez naturellement parce que ça fait plus de 20 ans que je cherche sur cette question-là et que j'ai été le premier dans toute la francophonie à consacrer mes recherches à la haute sensibilité. Et comme ce n'est devenu vraiment un sujet de grand public à partir de 2016, ça a commencé à frissonner un peu en France, mais surtout à partir de 2021. J'ai eu cette chance de l'antériorité et de toutes les recherches que j'avais menées depuis longtemps, et de la passion aussi, et l'engagement que j'y mets pour faire comprendre que c'est un tempérament, c'est une nature, c'est une caractéristique, et qu'il y a beaucoup de qualités et de bienfaits d'être hautement sensible. J'en profite pour dire que ça concerne à peu près 30% de la population, c'est-à-dire beaucoup de personnes. Oui, c'est les chiffres, on va en parler. Avant, c'est vrai que cette hypersensibilité, souvent, il y a quelques mythes, quelques clichés. On est justement là dans cette émission, un petit peu pour aller au-delà des clichés, ou en tout cas comprendre derrière ces mots qui peuvent sembler complexes, ce qui se cache. Donc, je sais que toi, tu préfères parler de haute sensibilité, même si le grand public va utiliser en majorité l'hypersensibilité. Donc, dans hyper, on entend trop cette grande sensibilité. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi, une définition de l'hypersensibilité, de cette haute sensibilité, donc qui toucherait près de 30% des gens? Alors déjà, pourquoi on ne parle plus à l'observatoire d'hypersensibilité? C'est parce qu'en français, le préfixe hyper est péjoratif puisqu'il veut dire trop ou excès, et qu'on a déjà beaucoup de mal à faire comprendre que la haute sensibilité, c'est une sensibilité particulière, mais c'est pas un problème. C'est pour ça que nous préférons faire comme partout ailleurs dans le monde, et notamment chez les anglo-saxons, parler de haute sensibilité. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une sensibilité supérieure à la moyenne. Vous voyez, la définition est très très simple. Sensibilité supérieure à la moyenne. Elle concerne 20 à 30% des personnes, 20% selon Hélène Aron, qui est revenue à ce chiffre-là, alors qu'elle a participé à 2 grandes études en 2018 qui ont montré qu'il y avait à peu près 31% de la population mondiale concernée par la haute sensibilité. Mais je pense que c'est par prudence qu'elle redit 20%. Et les scientifiques ont défini 5 caractéristiques clés de la sensibilité élevée. La première caractéristique, c'est sa définition, le traitement sensoriel approfondi des informations, ou tout simplement traitement approfondi des informations, mais la définition vraiment c'est traitement sensoriel, et c'est important. Traitement sensoriel approfondi des informations, qui veut dire que les personnes hautement sensibles ou hypersensibles sont sans filtre. Leur thalamus, qui est le centre de tri du cerveau, est en sous-activité. Il y a d'autres zones du cerveau qui sont en suractivité, mais celle-là est en sous-activité, et donc tous les stimuli, toutes les informations, qu'elles soient sensorielles, émotionnelles, intuitives, cognitives, imaginatives, toutes les informations arrivent en bloc et le cerveau n'a pas le temps de les traiter. Ce qui fait, deuxième caractéristique, que les personnes hautement sensibles vont très vite être hyper stimulées. Trop stimulées. Là, on peut dire hyper justement parce que c'est trop stimulé et ça provoque de la saturation. Et donc, c'est avant tout ça le signe clé dans la vie quotidienne des personnes hautement sensibles qui sentent qu'elles saturent dans les foules, les transports en commun, quand il y a beaucoup d'émotions, quand on leur demande beaucoup de choses, quand il y a plusieurs choses à faire à la fois, etc. Et ça va demander de faire des pauses pour apaiser le cerveau et le système nerveux.
Troisième caractéristique, elle concerne les émotions, elle est aussi assez connue, puisque la personne hautement sensible va avoir plus d'émotions, à la fois des émotions plus variées, plus nuancées, plus durables, plus intenses, mais aussi, les gens disent, je suis une éponge émotionnelle, c'est-à-dire que la personne hautement sensible, elle est poreuse, elle est perméable aux émotions des autres, elle arrive dans un groupe, dans un lieu, et pof, elle sent tout de suite les émotions du groupe ou l'atmosphère dans laquelle elle entre. Quatrième caractéristique très importante, c'est le sens des subtilités et des nuances, qui fait que les personnes hautement sensibles vont être très attentives au langage implicite, pas simplement les mots qui sont dits, mais comment ils sont dits, avec quelle intonation, quel type de voix, quelle grimace, quelle mimique, quel geste, quelle posture, etc. Et souvent, c'est ça aussi qui va faire cogiter les personnes hautement sensibles. Pourquoi elle m'a dit ça de cette façon-là, ou en jetant ce regard-là, pourquoi il s'est tenu comme ça quand il m'a parlé, etc., etc. C'est-à-dire que nous sommes, je dis nous parce que je suis hautement sensible, nous sommes très impactés par tous les signaux non-verbaux dans la communication et dans la relation. Et enfin, cinquième caractéristique qui est très importante, qui n'a pas été découverte par Helen Aron et son mari Arthur Aron, mais par un pédiatre des États-Unis qui s'appelle Thomas Boyce, qui a beaucoup travaillé sur les enfants qu'il appelle orchidées, ou les enfants particulièrement sensibles. Et ça s'appelle la sensibilité avantageuse. Et c'est très important, pourquoi ? Parce que ça veut dire que les personnes hautement sensibles vont beaucoup plus bénéficier de ce qui est bon pour elles dans leur vie autour d'elles ou dans leurs relations. Mais inversement, par exemple, si un enfant très sensible grandit dans un environnement qui est malveillant, maltraitant ou simplement violent, stressant, un environnement de misère, etc., cet enfant va avoir plus de maladies, des maladies plus durables, il se blessera plus souvent, il sera plus maladroit, il aura de moins bons résultats scolaires et à l'adolescence développera des tendances à l'anxiété, voire à la dépression, voire aussi au suicide. Or, cet enfant, dans un environnement qui serait porteur pour lui, bienfaisant, à l'écoute, respectueux, etc., cet enfant aurait des meilleurs résultats scolaires, de très bonnes relations et n'aurait aucun problème de santé. Donc on voit à quel point la sensibilité avantageuse est importante. Merci beaucoup, Saverio, pour cette définition qui met le cadre dans cette émission. Donc nous, on se définit les chaussettes dépareillées sur Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, mais avec une diffusion encore, on l'espère, plus large grâce à Suivez le Zeb, et puis ça nous permet de faire rayonner Radio Grand Lac. On parle beaucoup de neurodiversité, la neurodiversité donc qui vient plutôt du spectre autistique, à la base des TSA, qui englobe aujourd'hui plusieurs neurofonctionnements et donc des neurodivergents. À l'évocation de la définition que tu nous as de l'hypersensibilité, je voyais Déborah en face de moi qui normalement est ma co-animatrice et qui vous présente la bibliothèque des chaussettes un peu plus tard dans l'émission. Je la voyais sourire lors de cette définition. Deb, toi tu te considères hypersensible, hautement sensible. Est-ce que cette définition de Saverio, tu t'y retrouves dedans, sur ces 5 caractéristiques ? Ah bah complètement. Après, moins du coup sur la dernière, mais en soi sur les 4 premières. Toi, tu n'as pas bénéficié donc de l'hypersensibilité avantageuse ? Bah si, en soi, mais pas dans le sens mauvais du terme, du coup. Oui, donc dans le sens avantageux. Oui, puis regarde-toi aujourd'hui, comme tu es épanouie, tout juste sortie des études, fraîchement diplômée, et pourtant déjà hyper active, puisque tu fais plein de belles choses. C'est une réussite. En effet. En tout cas, sur le niveau professionnel, cette hypersensibilité, elle t'a apporté, bien sûr, je pense, beaucoup de... C'est ça, en fait, c'est le côté où je suis quelqu'un de passionné au-delà d'être hypersensible, et quand je me lance dans quelque chose, j'aime le faire à fond. Et du coup, je me suis lancée et en l'occurrence, ça fonctionne bien. Et après, je sais que j'ai appris à utiliser mon hypersensibilité comme une force au quotidien et en tirer le positif. Comme disait Saverio, par exemple, on va avoir tendance à analyser dans une conversation toute la partie qui est non verbale ou même donc la partie verbale et on peut vite cogiter et réfléchir pendant longtemps, rester bloqué dessus. Et en fait, il faut réussir à trouver... qu'est-ce qui nous a dérangé peut-être dans une façon dont on nous a parlé pour pouvoir en tirer du positif et justement pouvoir rebondir. Et je l'utilise au quotidien avec mes clients, etc. Quand il y a quelqu'un qui est pas content ou qui est pas satisfait, je vais réussir tout de suite à comprendre pourquoi et à amener une solution plus concrète. Même presque à le sentir avant qu'il t'émette une remarque. Il y a un petit côté intuitif. Intuitif et anticipation. Saverio, quand on entend parler Déborah de passion, d'être passionnée par tout ce qu'elle fait et qu'elle entreprend, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez les personnes hautement sensibles, hypersensibles ?
Oui, tout à fait. Alors, dans mes recherches, moi, j'ai découvert quelque chose de très important qui est lié à la sensibilité avantageuse. Souvent, on dit qu'il y a un biais de négativité chez l'être humain, et en fait, il est très peu présent chez les personnes hautement sensibles. C'est-à-dire que nous sommes caractérisés par beaucoup de spontanéité, d'authenticité, d'émerveillement, d'enthousiasme, de passion. Et généralement, nous sommes des personnes très positives, très optimistes, très engagées dans ce que nous faisons. Ça fait vraiment, je crois, un atout assez fabuleux pour toutes les personnes hautement sensibles. Et on en est convaincu. Ayez un hypersensible, une personne hautement sensible dans votre entourage. C'est recommandé pour la santé et c'est Saverio qui vous le dit. Et moi, j'en suis évidemment convaincue aussi pour avoir eu Déborah à mes côtés pendant 1 an professionnellement. Vous voyez, on n'arrive plus à se quitter. Du coup, maintenant, on se retrouve un mercredi sur 2 avec vous. Je te le redis souvent, c'était un plaisir de t'avoir au travail parce que t'es un petit soleil. Chaque fois que t'arrivais le matin, t'avais ce smile, cette énergie débordante et tu n'abandonnes jamais. Ça, c'était aussi, surtout en travaillant avec moi, une grande qualité. Non, vraiment, c'était un plaisir de travailler. T'es vraiment quelqu'un de solaire et ça se sent. T'as une énergie qui est incroyable. Alors, je pense qu'effectivement, ce côté hautement sensible ou hypersensible fait qu'il y a quelque chose qui se dégage. Et quand on pousse bien, puisque Saverio, tu nous parlais, c'est sûr quand on est dans un bon environnement, alors c'est valable pour tous, mais encore une fois, quand on a ces fonctionnements un petit peu différents, je pense que l'environnement et le contexte, c'est la base en fait. Le terreau, c'est la base chez tout le monde, mais encore plus quand on a ces fonctionnements atypiques. Je parlais de neurodiversité, Saverio. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut inclure l'hypersensibilité, la haute sensibilité dans la neurodiversité ? Alors, les anglo-saxons et les neurones en particulier ne veulent pas le faire. Je crois que c'est une question tactique, hein, c'est ne pas vouloir qu'on fasse d'amalgame avec les troubles 10 et les troubles du spectre autistique. En revanche, nous, à l'Observatoire de la sensibilité en francophonie, de façon très large, on dit que oui, c'est une forme de neurodiversité et qu'on en est fier. Oui, de toute façon, j'ai envie de dire que la vérité, hein, comme disait Socrate, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et je pense qu'après, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, c'est vrai qu'en France, on a tendance à prendre aussi ces caractéristiques de l'hypersensibilité avec nous dans la neurodiversité. Je dis nous parce que moi aussi, j'inclus le haut potentiel intellectuel, qui pareil n'est pas un trouble et qu'on met dans la neurodiversité, et d'autres troubles, donc comme les 10, tu viens d'en parler, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui était le thème de notre émission il y a 2 semaines. Et d'ailleurs, quand t'évoquais les caractéristiques de l'hypersensibilité, j'ai retrouvé dans ces caractéristiques des points communs avec le TDAH notamment. Est-ce que l'hypersensibilité a tendance, comme les autres types de neurodiversité, à crosser ? Est-ce que on peut être HPI hypersensible, TDAH hypersensible, et est-ce qu'on a plus de chance? Alors je sais pas si tu as la réponse à nous donner, mais est-ce que quand on a cette haute sensibilité, cette hypersensibilité, on a plus de chance qu'une personne qui a un fonctionnement, on va dire cérébral plus classique, plus dans la norme, d'avoir un autre fonctionnement atypique? Alors oui, c'est une question très importante. Fondamentalement, on va dire que non. La haute sensibilité ne prédispose à aucune forme particulière de diversité ou de pathologie. Néanmoins, dans la réalité, notamment la réalité clinique, on se rend bien compte que et puis après, on verra aussi en ce qui concerne les origines de la haute sensibilité, mais déjà, dans la réalité clinique, on se rend bien compte que les personnes à haut potentiel intellectuel que l'on reçoit sont très souvent ultra-sensibles, que les personnes ou les enfants à TDAH sont aussi ultra-sensibles, que les personnes qui souffrent d'autisme ou de troubles légers ou moins légers d'autisme sont aussi extrêmement sensibles, et que donc tout ça, effectivement, se croise. C'est marrant parce que donc la semaine dernière, on était sur cette émission du TDAH, on avait Ludivine Margerie, neuropsy sur Aix-les-Bains, qui nous disait qu'un HPI sur 3 avait un TDAH. Alors pour remettre dans le contexte, pour repréciser, c'est en consultation, c'est-à-dire que sur 3 personnes qu'elle reçoit, où elle va détecter un HPI, elle détecte aussi un TDAH. Donc ça veut pas dire que un HPI sur 3 au niveau de la population est détecté. Voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant du point de vue de clinique, et moi ça me fait toujours un peu rire, hein, ces débats, voilà, moi ça fait 6 ans que maintenant je travaille sur ces problématiques, et j'ai toujours un peu l'impression qu'entre les psychologues cliniciens, les personnes qui sont sur le terrain, on va dire, donc qui sont en lien avec des patients, qui viennent les voir pour des problématiques en général,
souvent on retrouve du coup ces différents types de neurodiversité qui se croisent, peuvent du coup induire des complications au quotidien, peut-être parfois des petits problèmes d'adaptation, pas toujours trouver la bonne case, le bon endroit, pas toujours se sentir à sa place. Et du coup, ça me fait penser un peu aux manifs, moi. Vous savez, c'est selon la police, ils étaient 1000, et puis en fait, selon les personnes qui organisent la manifestation, ils étaient 1 million. Puis finalement, en fait, la vérité, elle se situe un peu au milieu, on est à 100 000, quoi. Donc, ça fait un peu les scientifiques qui font des études, on va dire, stricto sensu, assez froides sur des chiffres, voilà ce qu'on appelle les métadonnées. Et puis la réalité, en fait, des praticiens qui reçoivent en cabinet, et eux, forcément, le chiffre explose, puisque en général, soit il y a des pathologies sous-jacentes, soit en fait des sentiments peut-être d'angoisse, d'anxiété, ou tout simplement d'avoir des difficultés à trouver sa place. Est-ce que Saverio, t'as ce ressenti-là, toi aussi, qui travaille entre justement toi le terrain et pour le coup les neuroscientifiques? Est-ce que tu ressens un petit peu parfois cet écart ou pas forcément? Oui, complètement. Et il est très fort, Charcot, qui est un des premiers fondateurs de l'hypnose à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, avait coutume de dire « la théorie, ça n'empêche pas d'exister ». C'est-à-dire que souvent, les théoriciens, les scientifiques, etc., ils ont des données de laboratoire, des données brutes, et ils théorisent à partir de ça. Et souvent, ils sont un peu fanatiques. Alors que nous, dans la réalité clinique de ce que nous recevons dans nos cabinets, nous voyons bien comment sont les personnes réelles. Et ces personnes réelles, elles sont beaucoup plus concernées qu'on le croit par la sensibilité élevée. Et du coup, au niveau, donc tu parlais du haut potentiel intellectuel, des personnes TDAH et même du spectre autistique, on a souvent ce biais, un peu ce cliché, encore une fois, que les personnes qui sont autistes ou qui ont un trouble autistique, là encore, souci de langage, n'ont pas d'empathie. Alors que, au contraire, on est parfois en train de prouver qu'il y a tellement, en fait, de haute sensibilité chez ces personnes qui ont un trouble du spectre autistique, qu'en fait, parfois même la communication s'en voit altérée. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles tu as pu travailler à l'Observatoire de la sensibilité ? Oui, alors c'est intéressant parce que cette question de l'empathie, elle est en fait très complexe, puisque maintenant on sait qu'il y a 4 niveaux d'empathie, mais déjà rien que les 2 premiers, la première forme d'empathie, elle est uniquement cognitive, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne l'autre, et elle est très partagée par les psychopathes, les sociopathes, les pervers, les manipulateurs, les politiques, etc. Alors que pour être vraiment dans la compassion, il faut au moins les 2 premiers niveaux d'empathie, puisque le deuxième, c'est sentir ce que ressent l'autre. Les émotions de l'autre viennent résonner en nous. Et là, effectivement, les personnes hautement sensibles sont souvent douées d'une très grande empathie au niveau de la compassion. Pas simplement comprendre intellectuellement, mais sentir en soi ce qui se passe pour l'autre, à tel point que parfois on va sentir des douleurs dans notre corps quand ça correspond à des douleurs chez l'autre. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que la saturation vient jouer un rôle important dans la façon dont nous recevons l'empathie et dont nous pouvons la vivre. Et Lana Ron a repéré que lorsque nous sommes saturés, c'est-à-dire en hyperstimulation, nous ne sommes plus capables d'empathie. Même si nous sommes des personnes extrêmement empathiques, si nous sommes trop saturés, cette fonction-là s'arrête, elle s'inhibe pour que notre cerveau puisse supporter cette hyperstimulation. Et dans le cas de l'autisme, je suis des parents d'enfants autistes, mais vraiment autistes, pas simplement de troubles légers de l'autisme. C'est souvent ça qui se passe, parce que les enfants autistes ou les adolescents autistes ont une extrême sensibilité, mais ils sont souvent débordés par leurs émotions. Et quand ils saturent, ils ne sont plus capables de faire preuve d'empathie. Ouais, c'est très intéressant cette notion vraiment de l'autisme, cette neurodiversité, ça mérite d'être démocratisé, parce que je pense que le grand public a une image qui est parfois très faussée en fait de ces fonctionnements. Deb, revenons un petit peu à toi, on parle d'empathie, donc toi c'est quelque chose que tu gères plutôt bien, t'es pas dépassé on va dire par cette empathie. Je pense que la majorité du temps c'est même un avantage pour toi. Alors, ça dépend. Devant les films très tristes, ça devient vite un inconvénient. Donc, dans les films qui te touchent ? Ah oui, je sais que par exemple, si je regarde un film où je vais je m'attache très vite au personnage, j'ai déjà réveillé mon conjoint dans la nuit, parce que dans la série, il y avait un personnage qui était décédé,
Et ça m'a, en fait, j'étais tellement attachée de voir tout le monde pleurer, être triste comme ça m'a. Je suis pris une vague d'émotions. T'avais l'impression d'avoir perdu presque quelqu'un de ton entourage. Mais oui. Et je me suis mise à pleurer, mais en sanglots. Mon conjoint s'est réveillé en panique en se disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'étais là, non, il y a juste quelqu'un qui est mort dans ma série. Et il était là, mais calme-toi, ça va aller. Pourtant, dans mes souvenirs, tu es passionnée par les films d'horreur. Et là, alors, là, il y a plus d'empathie quand ils se font tous zigouiller. Comment ça se passe? En fait, au niveau des films d'horreur, des threads d'horreur, etc., je sais pas, en fait, j'en regarde parce que justement, ça me blinde. Et je sais pas comment expliquer, mais je sais que ça te permet de lâcher. Ça me permet de me blinder et de pas. Enfin, je vais vraiment le considérer comme une fiction, alors qu'un film que je vais regarder. Là, tu vas t'attacher. Et là, je vais être dedans. Comme si ton cerveau, en fait, faisait la différence. Oula, attention, là, je sais que c'est un film d'horreur, donc je sais que c'est de la fiction, sais que c'est pas réel. C'est super bizarre. Et du coup, là, c'est du divertissement. Voilà. Et par contre, quand c'est des personnages où peut-être t'as une résonance avec eux, et là, là, c'est compliqué. C'est marrant parce que, bon, moi qui fais aussi partie de cette grande famille là, neurodivergente dans beaucoup d'aspects, même si on est très différentes toutes les deux parce qu'on n'a pas la même sensibilité et pour avoir travaillé ensemble et bien se connaître, nos sensibilités s'expriment pas du tout de la même manière. Et moi, pour le coup, je suis incapable de regarder un film d'horreur, une série d'horreur, un thriller, n'importe quoi, mais c'est impossible. Enfin, vraiment. Et vous pouvez m'offrir tout ce que vous voulez, des gâteaux au chocolat à vie tous les jours, même face à ça, je dirais non. Donc, c'est marrant et ça m'a toujours, j'ai toujours trouvé ça fou que toi, en fait, ta catharsis, entre guillemets, de la sensibilité se fasse par les films d'horreur. Moi, elle se fait par une déconnexion totale, la forêt, les arbres. Mais après, je sais que ça, c'est quelque chose que tu apprécies aussi également. Allez, ce que je vous propose, c'est une petite coupure et on se retrouve après Frérot de la Vega avec Saverio et Déborah sur cette émission sur Radio Grand Lac pour l'hypersensibilité. À tout à l'heure. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Et nous revoilà les chaussettes dépareillées avec ce soir une émission sur la haute sensibilité ou l'hypersensibilité. On a la chance d'avoir avec nous le spécialiste de la haute sensibilité en France. Il a écrit de nombreux best-sellers, des ouvrages. Il a créé l'Observatoire de la sensibilité. On a le plaisir d'être en direct avec Saverio Tomasella. Saverio, est-ce que tu es toujours avec nous ? Oui, je suis là. Alors, j'ai le plaisir aussi d'être avec Déborah qui ce soir lâche le rôle de co-animatrice. Non mais vous inquiétez pas, je vous ai prévu une petite série de livres sur l'hypersensibilité et les chaussettes. Mais c'est l'occasion de mieux la découvrir. Moi, j'ai travaillé avec elle 1 an, donc je la connais très très bien. Déborah, qui est hautement sensible, hypersensible, témoigne du quotidien des personnes hypersensibles. Et c'est vrai que tu nous faisais cet aveu là avant la coupure musicale que toi, la catharsis, c'était les films d'horreur. Et justement, Saverio me disait à la pause, c'est clairement pas la majorité des hypersensibles. La forêt, la nature, un peu plus. Tu confirmes, Saverio ? Oui, voilà, effectivement, les animaux, la forêt, la nature, tout ça, c'est l'art. Très très importante pour les personnes hautement sensibles. Alors bien sûr, il y a des exceptions comme Déborah, mais généralement, les personnes hautement sensibles nous disent ne pas du tout aimer la violence dans les films ou sur les écrans, et encore moins, bien sûr, les films d'horreur, et faisant très attention justement à ne pas regarder ce genre de films, ou même ne pas regarder les informations, parce qu'il y a de toute façon beaucoup de violence sur les écrans. Alors c'est vrai que sur les informations, là, tu valides ? Ah oui, moi je regarde plus les informations depuis que je suis partie de chez ma mère en 2018. Je ne peux pas. Ça, c'est vrai que c'est un retour qu'on nous fait souvent. Aujourd'hui, les médias français, alors je sais pas comment c'est à l'étranger, mais c'est vrai que les médias français, en tout cas traditionnels, j'ai envie de dire, parce que sur les réseaux sociaux, on peut, en fonction de ses choix, des comptes qu'on suit, comme Radio Grand Lac par exemple, ou Suivez le Zèbre, avoir des infos qui nous intéressent, des infos positives. D'ailleurs, il existe plein de comptes, de chaînes YouTube, etc., de podcasts hyper positifs. Et moi, j'invite toutes les personnes ultra sensibles et hypersensibles à les suivre et à se connecter justement à des personnes, à des gens qui nous apportent ce côté solaire, cette lumière, et le côté positif, ça fait du bien. Par contre, c'est vrai que dans l'univers médiatique traditionnel, les gros médias historiques, on est toujours un peu quand même dans cette ambiance
pesante, un peu. Alors c'est vrai, hein, on vit dans un monde qui est ce qu'il est. Hein, ne renions pas c'est pas facile à dire ça. Ce qui se passe vraiment dans le monde. Mais malgré tout, je pense que quand on est hautement sensible, hypersensible, c'est pas que on veut fermer les yeux sur les drames et ce qui se passe, mais c'est presque de la survie. Je sais pas ce que t'en penses, Deb, mais moi je sais que quand je regarde les informations, ça me plombe tout de suite. Et après, en fait, je me retrouve avec une énergie négative qui t'angoisse, qui crée de l'anxiété. Ouais. Et je supporte pas. Du coup, c'est pour ça que je regarde pas les infos. Et c'est aussi pour ça que je sais que je regarde un peu des films d'horreur, etc. Parce qu'en fait, ça me permet de mieux traiter la réalité après. Je sais pas comment expliquer. C'est plus facile d'encaisser. Mais c'est ça. Et en fait, de regarder, je pense que c'est un mécanisme que mon cerveau a créé, de défense pour justement mieux gérer ce qui se passe dans le monde. Mais je sais que je peux pas regarder les informations, sinon après je suis plombée énergétiquement, c'est horrible. Mais je pense qu'on compense chacun. On a tous nos méthodes pour compenser ce qui nous met mal, de toute façon. Vous êtes beaucoup à nous suivre en direct sur le Instagram de Suivez le Zeb. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce créneau-là. Vous n'entendez pas Saverio Tomasella en direct puisqu'il n'est pas avec nous. Donc si vous souhaitez entendre Saverio, qui en plus est vraiment hyper calé sur la haute sensibilité, je vous invite à nous rejoindre sur radiograndlac.com, sur le direct de Radio Grand Lac. Comme ça, vous ne nous verrez pas, mais vous nous entendrez tous les trois très très bien. Donc on vous attend sur radiograndlac.com. Saverio, comment ça se passe pour ces personnes hautement sensibles, ultra sensibles, hypersensibles au quotidien? Deb dit moi énergétiquement, ces infos, ça me plombe. Tu expliquais en début d'émission que heureusement il y avait ce côté avantageux, cette hypersensibilité avantageuse qui donnait de la force, du poids, ce côté solaire. Au quotidien, ces personnes hypersensibles, est-ce qu'il y a des choses pour les reconnaître? Comment on les reconnaît dans un groupe, dans une famille, au travail? Comment on peut savoir son conjoint si il a cette ultrasensibilité? Quels sont les petits signes en fait du quotidien qui peuvent mettre la puce à l'oreille? Oui, alors c'est un peu difficile parce que au-delà de ces 5 grandes caractéristiques que les scientifiques ont mis en évidence pour décrire la haute sensibilité, on va avoir un tiers d'introvertis, un tiers d'extravertis et un bon tiers d'ambivertis, c'est-à-dire des personnes qui sont introverties dans les environnements extérieurs ou inconnus, mais qui peuvent être extravertis avec des proches, par exemple. Donc on peut pas dire toutes les personnes hautement sensibles sont introverties, ça n'est pas vrai. De même, il y a autant d'hommes que de femmes. Toutes les classes sociales sont représentées. Il y a des personnes qui vont être chercheuses de sensations et d'autres qui vont essayer de se protéger justement en étant prudentes et en ne faisant pas trop de choses risquées ou différentes. Donc il n'y a pas de portrait type de la personne hautement sensible. Là, simplement, on peut dire que si dans votre entourage, vous voyez quelqu'un qui est plus sensible que la moyenne, dont les émotions sont plus fortes, durent plus longtemps, qui se pose beaucoup de questions sur ses relations, qui a besoin de plaire, ou en tout cas qui évite les conflits, qui s'irrite facilement, surtout si elle ou il a faim, ou si elle ou il a pris du café ou du thé, ce genre de choses, ces personnes qui vont être plus réactives à toutes sortes de situations de la vie, eh bien, posez-vous la question de leur haute sensibilité et essayez peut-être de leur demander ce qu'elles en pensent, si elles sont au courant de l'existence de ce trait de caractère, de ce tempérament, pour pouvoir en tenir compte. Deb, tu te marres à l'évocation de la nourriture, du café. Ah oui. Quand j'ai faim, c'est compliqué. Alors c'est compliqué dans quel sens? En fait, je deviens très irritable. Je vais vite m'agacer. Si j'ai faim, si j'arrive pas à faire quelque chose, par exemple, je bloque sur mon travail. Et qu'en plus j'ai faim, je vais encore plus bloquer, je vais m'agacer, je vais m'énerver. Enfin, je sais que là, je vais prendre l'air, je vais aller marcher un peu dehors, me ressourcer. Et après, je recommence, je mange et c'est bon, je peux attaquer, quoi. Mais à la fin, c'est compliqué. Donc la nourriture, le café, toi, je sais que c'est un de tes carburants qui t'aide à rester focus. Le café, le thé, la nourriture. Après, Saverio, je voudrais revenir moi sur un truc que t'as dit déjà avant la coupure musicale. T'as parlé de l'hypothalamus, si j'ai bien suivi. Du thalamus. Oui, du thalamus, oui. Ouais. Le centre de tri, de sélection. Oui. Est-ce que du coup, ça veut dire que c'est physiologique, cette haute sensibilité, cette hypersensibilité, comme peut l'être le HPI, le TDAH, etc. Oui, alors simplement, je rajoute aussi que le sucre, je sais que tu en as parlé, mec, dans l'émission sur le HPI, pour les personnes hautement sensibles, le sucre n'est pas un ami.
C'est comme le café, le thé, l'alcool. Souvent, ça déclenche plus de nervosité, plus de saturation, plus de difficultés, d'irritabilité. Alors, oui, c'est physiologique, c'est-à-dire que le système nerveux autonome est beaucoup plus excitable. Pascale Michelon, qui est une chercheuse en neurosciences, définit la haute sensibilité pas comme Hélène Aron, mais elle dit que nous avons un seuil d'excitabilité qui est plus bas, c'est-à-dire que nous allons être hyperstimulés beaucoup plus facilement. Et c'est physiologique, bien sûr, ça concerne notre système nerveux et notre cerveau. Au niveau du cerveau, on sait que l'insula, qui est le centre de la conscience de soi, l'insula, c'est une zone cérébrale de la grosseur d'une noix, qui est derrière le front, qui est donc très liée au néocortex et aux neurones miroirs, et qui est à la fois le centre de la conscience de soi, mais de la conscience de la relation avec l'autre. D'où toutes ces questions que les personnes hautement sensibles vont se poser sur elles-mêmes, sur leurs relations et leur tendance à avoir une empathie plus forte que la moyenne. Tout ça fait que ce centre, l'insula, est suractivé chez les personnes hautement sensibles. On le voit très bien sur les tests en imagerie médicale. Il y a aussi le cortex singulaire antérieur, qui est un peu plus à l'arrière de l'insula, et qui, lui, est le centre de la douleur. Et on s'est rendu compte que les personnes hautement sensibles ressentent jusqu'à 40% plus fort les douleurs morales et physiques que les autres. Donc c'est très important. Moi, quand dans mon enfance, on me disait « tu es douillet », en fait, on aurait dû me dire « tu es courageux » parce que je disais pas grand-chose, mais effectivement, je ressentais les douleurs beaucoup plus fort que d'autres personnes. Et ça, c'est très important pour comprendre notamment les enfants ou les adolescents hautement sensibles qui disent de façon beaucoup plus directe quand ils ont mal ou quand elles ont mal. En fait, c'est vrai, c'est pas du chichi. Donc il y a comme ça des zones du système cérébral, du cerveau, qui sont beaucoup plus actives chez les personnes hautement sensibles. D'accord, merci Saverio. Et je ne peux pas m'empêcher de faire ce lien et je vous plains alors les garçons, les hommes hautement sensibles, puisqu'il y a déjà eu des tests faits sur les hommes dans la rue quand ils ressentaient des douleurs, notamment de règles chez les femmes. Ils étaient déjà pliés en deux, les pauvres chats. Alors imaginez, nous femmes hautement sensibles, bon malheureusement on est un peu nés physiologiquement pour souffrir, donc on s'en sort un petit peu plus, mais alors les hommes hypersensibles sur la douleur, c'est peut-être bien une des rares choses qu'on a pour nous, la maîtrise de la douleur un peu plus que les hommes, mais malgré tout, les femmes peuvent être hypersensibles et du coup, la sensibilité à la douleur peut être accrue chez les femmes. Et nous, malheureusement, tous les mois, on le ressent plus ou moins fort. Il y a plein de questions qui me viennent en tête, Saverio, quand on parle de ça, de cette neurodiversité, de ce fonctionnement physiologique. Est-ce que du coup, comme dans les autres TND ou HPI, les autres fonctionnements, est-ce qu'il y a une part de génétique qui est très forte et du coup d'hérédité, c'est-à-dire que en tant que personne hautement sensible ou hypersensible, on a des chances d'avoir des enfants, des frères, des sœurs, des parents qui sont également hypersensibles ? Oui, tout à fait, mais le tableau est plus complexe que pour le HPI, par exemple. C'est-à-dire qu'environ 40% des personnes hautement sensibles vont avoir une origine de leur haute sensibilité qui est génétique, qui vient de leur génome, du fait d'un gène qui est le gène d'utilisation de la sérotonine, et non pas de production de la sérotonine. Il y a autant de sérotonine dans le sang chez les personnes hautement sensibles, mais pour 40% d'entre elles, ce gène-là a un allèle plus court. Un allèle, c'est un rameau du gène qui fait que ces personnes utilisent moins bien leur sérotonine et sont donc plus fatigables, plus anxieuses, plus avoir tendance au découragement, à la déprime, plus irritables, etc. Et ça concerne donc que 40%. Les autres personnes hautement sensibles vont devenir très sensibles soit par un héritage familial, des traumatismes dans la famille, par exemple, qui sont transmis donc avant la naissance de l'enfant. Donc c'est la mémoire cellulaire, l'héritage, c'est ça, hein ? Ou l'épigénétique. L'épigénétique, tout à fait. Les gènes peuvent être aussi transformés par nos habitudes alimentaires, notre culture et tous les événements de vie, dont les traumatismes. Et puis il y a aussi ce qui nous arrive depuis notre vie intra-utérine et surtout depuis notre naissance, qui fait que soit ça va renforcer une haute sensibilité déjà existante, soit ça peut créer chez l'enfant un tempérament hautement sensible. Donc tous ces cas de figure existent et parfois sont croisés et se renforcent. Donc, pour
créer des formes de haute sensibilité. Donc c'est un environnement complexe comme dans les autres troubles ou le HPI qui va créer cette hypersensibilité. Et est-ce que du coup on peut devenir hypersensible? On sait qu'on ne peut pas devenir TDAH, on ne peut pas devenir autiste, on ne peut pas devenir HPI. Par contre, si on subit par exemple plusieurs chocs post-traumatiques, plusieurs accidents de la vie à répétition, etc., est-ce que l'hypersensibilité peut se développer? C'est ce que t'expliquais oui. d'une certaine manière? Oui, tout à fait. On a des exemples de personnes qui sont devenues hautement sensibles après un traumatisme ou une série de traumatismes, des personnes qui vont avoir une haute sensibilité passagère après un gros deuil, un gros licenciement ou un choc, et qui vont, grâce à une thérapie, pouvoir se rééquilibrer et sortir de cette haute sensibilité passagère. Donc c'est un peu plus complexe que dans les autres troubles ou expression d'un neurofonctionnement divergent. Et tu parlais des femmes tout à l'heure, c'est vrai qu'une femme hautement sensible, elle va être d'autant plus sensible en période de syndrome prémenstruel, mais aussi pendant ses grossesses et pendant la ménopause. Donc les facteurs hormonaux vont renforcer la sensibilité élevée. Et donc, ce que tu expliquais, c'est qu'il n'y a pas de déficit de sérotonine. Donc, c'est-à-dire que chez les personnes hypersensibles, c'est pas un déficit de neurotransmetteurs comme ça peut l'être pour la dopamine chez le TDAH, où on sait qu'il y a aussi la sérotonine qui est impliquée dans le potentiel intellectuel. Là, c'est juste donc cet allèle qui va être plus court, et donc l'utilisation de ces neurotransmetteurs ne va pas être aussi, on va dire, exigeante, aussi forte que chez une personne qui n'est pas hautement sensible ou hypersensible. Voilà, exactement. Alors, chez certaines personnes hautement sensibles qu'on appelle chercheuses de sensations et qui sont plus proches du TDAH, effectivement, il pourrait y avoir aussi quelque chose du côté de la dopamine. On ne sait pas encore exactement quoi, c'est pas encore complètement précisé, mais est-ce que ce serait moins de dopamine, une moins bonne utilisation de la dopamine? Donc ce deuxième neurotransmetteur est aussi en jeu dans certaines formes de haute sensibilité. Merci beaucoup Saverio, je vous propose une nouvelle pause musique avant de se retrouver et de parler hypersensibilité et HPE, ce mot qu'on retrouve dans quasi toutes nos émissions, mais il est important vraiment je pense d'essayer d'éduquer, en tout cas sur, encore une fois, ces termes parfois méconnus du grand public, mal expliqués, complexes. Donc on va faire le point entre l'hypersensibilité, la haute sensibilité, et puis ce HPE, donc le haut potentiel émotionnel, cette notion qui est arrivée il y a quelques années suite à l'intervention de Raymond. Ah oui, Raymond. Raymond Dazan. Allez, à tout de suite. Merci beaucoup. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Et nous revoilà sur Radio Grand Lac, donc radiograndlac.com pour ceux qui veulent nous écouter en live, 92.1 pour nos amis aixois et puis du bassin chambérien jusqu'à Annecy. Je suis avec Deb. Comment ça va Deb ce soir? Ça va toujours, et toi Mel? Ça va très bien. Deb qui témoigne du fait qu'elle soit hypersensible ou ultra sensible, et nous avons la chance d'avoir Saverio Tomasella, le spécialiste de la haute sensibilité en France. Saverio, t'es toujours avec nous? Oui. Très bien, on parlait avant la pause musicale, j'espère qu'elle vous a plu cette chanson, Les gens qui doutent, que j'adore, du lien entre le HPE et l'hypersensibilité. On parle beaucoup de ce HPE, donc c'est Raymond Dazan qui a créé ce terme il y a quelques années. C'est très récent cette notion, je dirais que ça a 3 ans, 4 ans, donc c'est très 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 récent. On s'intéresse déjà au potentiel intellectuel depuis plus de 100 ans et voire même avant. Le TDAH c'est pareil, c'est 70-80 ans. Donc ce HPE par rapport à l'histoire de la neurodiversité, même des différents troubles, et tu nous diras après Saverio sur l'hypersensibilité, Hélène Aron qui a été la première à s'y intéresser. Ce HPE il est très récent et pourtant il a eu je sais pas comment dire, mais je sais pas si c'est l'effet réseaux sociaux, l'effet internet, mais en tout cas, il y a eu une résonance chez les gens qui a été tellement forte qu'aujourd'hui, la notion de HPE, donc haut potentiel émotionnel, est plus recherchée sur internet, notamment sur Google en termes de recherche, que le haut potentiel intellectuel. Donc forcément, quand on travaille sur ces sujets de la neurodiversité,
ça nous questionne. S'il y a autant de personnes qui se retrouvent dans cette notion du HPE, qui encore une fois n'a jamais été prouvée scientifiquement, il n'y a pas d'études concrètes sur la HPE, on le redit, c'est qu'un concept. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens s'y retrouvent. On parlait avec Saverio un petit peu là en off pendant la coupure. Saverio, donc, toi, le HPE par rapport à l'hypersensibilité, à la haute sensibilité, comment tu l'appréhendes ? Exactement de la même façon, c'est-à-dire que il n'y a aucune étude scientifique sur le haut potentiel émotionnel, rien du tout. C'est une notion qui vient contrebalancer le haut potentiel intellectuel en mettant l'accent non plus cette fois-ci sur les capacités d'apprentissage, sur l'hyperfonctionnement du cerveau, la surefficience, etc., mais sur les émotions et l'intelligence émotionnelle. Donc, je pense que c'est c'est vraiment un effet de masse amplifié par les algorithmes et les réseaux sociaux, mais qui ne correspond pas à une réalité. En revanche, ce qu'on peut vraiment comprendre dans ce phénomène-là, c'est que depuis toutes ces années de crise, et notamment la pandémie, puis les guerres maintenant, les crises énergétiques, etc., les crises climatiques, nos contemporains sont dans de grandes souffrances émotionnelles, dans de grandes difficultés à vivre leurs émotions, à faire face à leurs émotions, et donc cherchent du côté de ce qu'on a pu appeler l'hyperémotivité, qui fait partie de la haute sensibilité, cherchent quelque chose concernant les émotions, et souvent ont le tort de réduire leur sensibilité à leurs émotions. Donc le HPE, c'est tout simplement une forme de haute sensibilité en mettant l'accent sur les émotions, alors que comme je l'ai expliqué au début de l'émission, la haute sensibilité, elle concerne autant les sensations que les émotions, les sentiments, les intuitions, tout ce qui est cognitif, imaginatif et intuitif. Ce qui est dommage dans ce concept-là, c'est de tout réduire aux intuitions, et il y a comme une espèce de fascination par rapport à ce mot, émotion. Donc revenons à ce qui existe, c'est-à-dire aux recherches sur, d'un côté, le HPI, bien sûr, mais aussi la haute sensibilité. La première fois qu'on parle de haute sensibilité, c'était pendant l'Antiquité. Ah oui, donc c'est il y a très longtemps. Un médecin qui est le créateur des hôpitaux, est le premier à mettre en évidence une haute sensibilité. Donc ça fait des millénaires qu'on parle de haute sensibilité d'une façon ou d'une autre. Les recherches sont beaucoup plus récentes, bien sûr. Elles ont commencé au début des années 90. Et le haut potentiel, ce qu'on appelle le haut potentiel émotionnel, c'est une partie, la partie émotionnelle de la haute sensibilité. Donc, toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire ? T'as l'antenne, profitons-en, et puis il y aura le podcast très bientôt. Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces personnes qui pensent être HPE, finalement, donc qui ne peuvent pas être détectées, puisqu'aujourd'hui, je le rappelle, si des professionnels vous proposent de passer des tests pour savoir si vous êtes HPE, normalement, ce n'est pas, entre guillemets, légal, puisqu'il n'y a rien qui prouve l'existence de ce HPE. Donc, pour ceux qui seraient tentés d'aller passer des tests sur le HPE ou qui se pensent HPE, c'est quoi, toi, ton conseil, Saverio, du coup ? C'est plutôt s'orienter sur la haute sensibilité, l'hypersensibilité ? Voilà, simplement s'orienter sur la haute sensibilité. Il y a sur ton site Suivez le Zèbre un excellent test concernant la haute sensibilité. Il y en a un sur le site de l'Observatoire de la sensibilité. Je vais en poster un bientôt sur mon site à moi. Toute la centaine de thérapeutes formés par l'Observatoire de la sensibilité, ils ont un test particulier que nous mettons à jour régulièrement, qui permet de détecter une sensibilité élevée. Il y a tout de même en francophonie beaucoup de professionnels capables de faire passer un test sur la sensibilité élevée. Voilà, je les orienterai vers quelque chose de sérieux et qui commence à faire l'unanimité en francophonie. Enfin, tout notre travail de recherche commence à être conséquent. Eh ben merci beaucoup pour ces informations. Deb, revenons un petit peu à toi sur la haute sensibilité. Pour Saverio, tu peux témoigner aussi, tu es là en tant qu'expert, mais si tu veux nous parler de ton quotidien, ce sera avec plaisir. Deb, alors au quotidien, toi, cette j'ai envie de dire cette super sensibilité, moi je trouve ça encore mieux, ce presque super pouvoir de la sensibilité, d'avoir ces antennes là où on décode tout l'environnement. Au quotidien, est-ce que tu as des situations pour nous expliquer comment ça se traduit ? Des exemples ? Par exemple, moi je sais que je m'émerveille vraiment pour un rien. Enfin, rien me rend heureuse et ça va durer vraiment sur quelques heures, voire quelques jours des fois. Et par exemple, ce week-end, ma maman était à la maison et il y a eu un arc-en-ciel
j'ai tout arrêté, ce que j'étais en train de faire. J'ai couru sur mon balcon pour aller voir l'arc-en-ciel et je me suis émerveillée devant l'arc-en-ciel pendant 5-10 minutes avec mon copain et ma maman qui me regardaient en mode mais qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, ok. Bon, il est beau, mais est-ce qu'on peut passer à autre chose maintenant? Et en fait, pour tout, je sais que j'adore aller me balader dans la nature, aller dans la forêt, etc. Dès que je vois un bel arbre, une belle vue, dès qu'il y a un paysage qui me parle, etc. En fait, je vais tout de suite m'arrêter et contempler. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça m'émerveille. C'est se le ressourcer. Ouais. Avec cette énergie de la nature. C'est ça me ressource, c'est impressionnant. C'est vrai que je pense, encore une fois, que chez ces personnes hautement sensibles, même si on est tous différents, mais parfois le beau est dans les choses presque les plus simples, en fait, dans des instants du quotidien, dans des choses presque figées, un paysage. Nous, on a vraiment cette chance ici sur Aix-les-Bains, autour du lac du Bourget. On a quand même les Bauges à côté avec le Semnoz, avec le Revard. En face, on a la Dent du Chat. Quand on va sur le lac d'Annecy, c'est magnifique, le lac d'Aiguebelette. Aussi, on est entouré de cette nature, de cette immense en plus nature chez nous, parce que les montagnes sont quand même assez hautes. Moi, je pense souvent aux personnes qui habitent en ville. C'est vrai que je me fais souvent cette réflexion. Nous, on a la chance d'avoir ça. On sort de chez nous, du travail, par exemple, on est très vite en nature. On peut très vite prendre ce bol d'air un petit peu. Saverio, toi qui travailles avec des gens très différents et qui viennent de partout en France. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile quand on est hautement sensible et qu'on est citadin, ou est-ce que les citadins compensent différemment que les gens comme nous qui sont un peu en campagne où la nature est partout? Alors oui, c'est plus difficile d'être citadin, surtout dans des très très grosses agglomérations, et d'être hautement sensible. Certaines personnes, quand elles découvrent leur haute sensibilité, vont en banlieue, ou se débrouillent pour avoir un bout de jardin ou un balcon, ou changent de ville et de région. Mais celles qui ne peuvent pas, du fait de leur travail ou de leur famille, etc., vont avoir effectivement des compensations plus importantes et se créer un environnement favorable, avoir beaucoup de plantes vertes à la maison, mettre de la musique, sortir, parce que même dans les grandes villes, il y a tout de même des parcs et des jardins, ou des rues avec des arbres. L'émerveillement de la personne hautement sensible, elle peut aussi être vécue en ville. On a repéré un jardin, même si c'est pas un jardin public, le jardin d'une maison dans telle rue, on aime passer par cette rue parce qu'on va regarder les arbres de ce jardin, ou alors on va avoir des animaux, où on écoute les oiseaux, toutes sortes de choses qui font qu'on va pouvoir équilibrer son corps, son système nerveux, etc., par rapport au désagrément de la ville. Et notamment, ce sont des personnes qui vont faire plus de yoga, de tai chi, de qigong, ou de marche, de randonnée, etc., qui vont avoir des activités, ou de musique, de danse, etc., des activités qui vont leur permettre de bien vivre leur sensibilité élevée, même si elles vivent en ville. Donc tu retrouves quand même, toi, chez les gens que tu suis, avec qui t'échanges, qui ont ces caractéristiques hautement sensibles, hypersensibles, ce besoin quand même d'être en lien avec la nature. À un moment donné, tu nous parles des parcs même en ville, tu nous parles des animaux. Est-ce que l'animal, bon, moi j'ai déjà la réponse, clairement, mais l'animal et la nature ont vraiment cet aspect thérapeutique pour ces personnes hypersensibles et hautement sensibles? Complètement, c'est fondamental, et en prendre conscience, ça aide beaucoup à s'accorder du temps pour être avec son animal, ou avec des animaux qui sont pas à nous d'ailleurs, ou être dans la nature, ou être dans des parcs, ou passer du temps, préférer aller manger dans un parc que manger au restaurant, sortir, faire un tour dans la rue, plutôt que de faire sa pause en restant dans le bureau ou chez soi. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour être en contact avec la nature. Alors bien sûr, si on habite des belles régions comme les vôtres, mais aussi quand on habite en ville. Et est-ce que, pourquoi, à ton avis, je vais peut-être te poser la question Deb d'abord, pourquoi toi t'as besoin de ça, d'aller te confronter, parce que confronter c'est pas le bon terme, mais pourquoi t'as besoin d'aller te reposer, te ressourcer en nature ou avec les animaux? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Moi personnellement, ça m'apaise. Ça m'apaise de l'apaisement. Ouais, quand je vais je sais que j'ai l'habitude, quand on va chez mon papa, on habite dans les Bauges, on est directement dans la forêt en 10 minutes à pied, et on a l'habitude souvent, quand on est en week-end là-haut, de tous partir dans la forêt, se reconnecter dans la nature. Et je sais que ça m'apaise énormément, et quand je reviens sur Chambéry, ça recharge mon énergie. Pareil, mon chat, c'est la ronron thérapie à longueur de journée. La ronron thérapie, j'adore. Vraiment, mon animal est toujours collé à moi. Je sais que pareil, il m'apaise énormément, et depuis que je l'ai, justement, je suis moins irritable.
Donc c'est assez marrant de voir la différence. Ça absorbe un peu irritabilité, colère. Totalement. Et Saverio, du coup, est-ce que c'est lié à ce fonctionnement du cerveau de ces hypersensibles qui va du coup tout capter? On parlait d'antennes, mais c'est ça un peu, hein, c'est des antennes sur tout le corps et qui analysent tout le temps. Alors quand on est dans des endroits calmes ou avec l'animal, voilà, il y a cette notion d'apaisement, c'est plus cool, c'est plus calme, on se sent mieux. Oui, tout à fait. C'est vraiment important d'avoir ces moments de repos, de pause, de ressourcement, de redescente en soi, dans son corps, dans son incarnation. Et la nature, pour ça, les animaux sont fabuleux parce que ils nous tirent et nous amènent vers ce qui est bon pour nous et nous apaisent. Donc on peut en profiter sans modération. Et du coup, est-ce qu'on conseille aux patrons d'entreprise, aux managers de prendre chat, chien, lapin au travail ou comment on fait? Est-ce que ça c'est une recommandation que tu ferais? Ah oui, on peut conseiller à toutes les personnes qui ont des entreprises, effectivement, qu'il puisse y avoir des animaux ou des plantes vertes, les deux d'ailleurs. C'est vrai. Et pour les animaux, si c'est compliqué, c'est déjà simplement des oiseaux. Parce que ça va beaucoup apaiser tout le monde en fait, parce que comme on s'est rendu compte, Hélène Aron et d'autres chercheurs, que la sensibilité élevée concerne la sensibilité humaine à un degré plus fort. Donc en fait, elle concerne tous les humains. Tout ce que nous faisons comme découverte sur la sensibilité élevée, ça va aider tout le monde. Et donc prendre le temps de créer des environnements de travail qui soient meilleurs pour les personnes hautement sensibles, finalement, ça profitera à tous les employés, tous les cadres de l'entreprise. Mais bien sûr, ça c'est tout à fait vrai. Deb, est-ce que tu es prête pour nous proposer des petits livres pour bien vivre cette hypersensibilité, pour avoir encore plus d'informations sur cette haute sensibilité, cette ultra-sensibilité, en faire une force, le vivre bien au quotidien? Et on le rappelle, Saverio nous le disait en début d'émission, 30% de personnes sont hautement sensibles. 3 personnes sur 10, c'est énorme. Donc ne pensez pas que vous êtes seul. En fait, on est plein. Et autour de cette table, on est à 100%. Donc, vous voyez, les liens, c'est important. Et surtout, ne croyez pas que personne ne vous comprend. C'est pas parce que les autres ne le disent pas qu'ils ne le sont pas. Et du coup, Deb, voyons avec toi tes petites recommandations pour bien vivre notre sensibilité, son hypersensibilité au quotidien. Alors, pour commencer, on a le guide de survie des hypersensibles empathiques de Judith Orloff. Moi, je le trouve idéal pour les hypersensibles et les empathes. En fait, ça nous rappelle, cette lecture, elle nous rappelle que l'hypersensibilité, c'est aussi une force et surtout, il nous rassure. On n'est pas seul, on n'est pas forcément en décalage. Il y a d'autres personnes qui le vivent aussi. Donc, ce livre-là est très rassurant et réconfortant. Je le conseille donc pour apprendre et appréhender son hypersensibilité au quotidien. Ensuite, pour les enfants, il y a Je suis hypersensible et alors de Catherine Viès-Dufaux pour apprendre et comprendre l'hypersensibilité. Donc, on va retrouver des exercices, des conseils et également des exercices sur la gestion des émotions pour les enfants. Donc ça peut être très intéressant, mais également pour les parents. Ensuite, pour le travail, je vous recommande Hypersensible, 10 séances d'auto-coaching pour bien vivre sa singularité au quotidien de Fanny Marais. C'est clairement une boîte à outils qui est très complète. On va retrouver des quiz, des tests, des témoignages, des explications. Et l'avantage, c'est que c'est à la fois applicable à la vie professionnelle comme à la vie personnelle. C'est super accessible, ça nous aide vraiment pareil dans le quotidien, donc que ce soit pro ou perso. Nous, Fanny, en plus, on l'adore. Exactement. Sur Suelzep, parce qu'on interviewe hyper souvent. Et en plus, Saverio, Fanny, c'est une de tes collègues, puisqu'elle travaille avec toi. Oui, tout à fait. Fanny est extraordinaire. Elle a co-dirigé l'Observatoire de la sensibilité avec Elodie Crépel pendant 2 ans et demi. Elles ont fait un fabuleux travail. Donc oui, et son livre est génial. Donc on recommande à fond Fanny. Et du coup, t'en as un dernier à nous proposer? J'en ai un dernier et il met à l'honneur donc notre invité du jour. C'est À fleur de peau de Saverio Tomasella. En fait, ça va changer des livres classiques. C'est un roman, donc ça permet vraiment de découvrir l'hypersensibilité sous forme de récit. On se découvre soi-même au fil des pages. C'est un très bon livre pour en apprendre plus sur sa haute sensibilité. Saverio, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus? Oui, À fleur de peau, c'est un roman que j'ai écrit à partir de témoignages de femmes et d'hommes qui sont hautement sensibles pour pouvoir vraiment montrer ce qu'on vit au quotidien quand on est très sensible et comment petit à petit on peut apprivoiser cette grande sensibilité, ne plus en avoir peur et en faire un atout, une chance, une force, comme tu le disais, Déborah, tout au long de l'émission. Et un beau projet qui arrive, Saverio, puisque
Je fais un petit teasing, mais il y a une BD qui va bientôt sortir en collaboration avec Nathalie Priou, qui devient un peu notre illustratrice phare de la neurodiversité. Est-ce qu'on peut un petit peu parler de ce projet ? Oui, alors c'est une bande dessinée qui va s'appeler Ultra Sensible, une histoire de famille, puisqu'il y aura à la fois une mère et une fille qui sont toutes les deux ultra sensibles, hautement sensibles, mais de façon différente. La mère plutôt introvertie, la fille plutôt extravertie. Ça se passe au Canada, Montréal notamment, et comme j'ai adoré ta bande dessinée HPI et son illustratrice Nathalie, eh bien c'est Nathalie qui est en train de finir d'ailleurs les illustrations de cette superbe bande dessinée. Et une sortie prévue pour quand alors ? Pour la journée de la sensibilité le 13 janvier, peut-être un tout petit peu avant. Merveilleux, Génial. on a hâte, du coup on a hâte d'avoir cette belle BD entre les mains. Félicitations en tout cas pour ce beau projet. C'est vrai que la BD ça permet de démocratiser. On sait aujourd'hui que c'est le segment de livres le plus vendu en France et ça marche très fort. Donc bravo d'avoir fait une BD sur ce merveilleux thème de l'hypersensibilité. On espère que ça aidera beaucoup de gens. Merci. Petite pause musicale, Deb ? Allez, c'est parti avec Calm Down de Rema. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Merci à tous de nous écouter sur Radio Grand Lac. Je suis avec Déborah et Saverio Tomasella pour parler de l'hypersensibilité. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes, mais rassurez-vous, vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac et sur la chaîne YouTube de Suivez le Zèbre. Aujourd'hui, un live un petit peu compliqué puisque Saverio n'est pas avec nous, mais on a la chance déjà de l'avoir au téléphone. Saverio, est-ce que tu es toujours là ? Oui, je suis là. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et pour terminer les quelques minutes qui nous restent avant la fin de l'émission, ce que je vous propose, c'est qu'on parle un petit peu de ces outils, de ces leviers pour bien vivre son hypersensibilité, son ultrasensibilité au quotidien. C'est vrai que quand on pense ultrasensibilité, haute sensibilité, hypersensibilité, on va penser aux émotions, mais il y a aussi les sens qui peuvent être impactés. Je dis pas de bêtises, Saverio ? Oui, tout à fait. C'est compliqué par rapport au bruit, aux lumières, aux odeurs fortes, à certains parfums. Ça, c'est vraiment une caractéristique phare de la haute sensibilité également. Oui, tout à fait. Les étiquettes qui grattent ou certains textiles. Et ça, dès l'enfance, on a du mal avec ces choses-là. Et c'est important de l'accepter, alors que déjà les parents l'acceptent par rapport à leur enfant, et surtout que les parents ne disent pas arrête tes caprices, parce que l'enfant est vraiment dérangé par tout ça. Et puis qu'on trouve comment faire pour avoir moins de lumière, moins de bruit, les textiles qui nous conviennent, les matières dans lesquelles on se sent bien, et les odeurs, les saveurs, et l'alimentation aussi qui nous convient bien. Alors l'alimentation, c'est vrai que on en parle beaucoup dans cette émission, puisque dans la neurodiversité, l'alimentation a un impact très fort. Toi, Deb, par exemple, est-ce que t'as une alimentation, il y a des choses où tu sais quand tu vas les manger tout de suite, soit ça va te pomper au niveau de l'énergie, tu vas pas te sentir bien, ou au contraire, quand tu manges ça, tu sais que ça va être taquet, tu peux tenir toute la journée, l'après-midi. Est-ce que tu le sens les sens, sur toi, que ce soit le bruit, la lumière, ce que tu manges aussi, le sommeil, j'imagine que ça a aussi un impact très fort sur ces personnes hautement sensibles ou hypersensibles. Alors oui, totalement. Moi, je sais qu'au niveau de l'alimentation, j'essaye de manger pas mal de légumes. Après, pareil, j'ai donc t'évites le sucre, comme on l'a dit précédemment. J'essaye d'éviter, par exemple, au petit déjeuner, je vais déjeuner du salé au lieu du sucré. J'ai de la chance d'avoir mes parents qui ont un jardin, qui vont nous refiler à chaque fois plein de légumes les week-ends quand on redescend, donc on a plein de bons légumes à manger, donc ça c'est pareil, ça a quand même un gros impact sur mon hypersensibilité au quotidien. Tu sens que si tu fais une soirée raclette un peu chargée en alcool, c'est compliqué. On finit à 2-3 heures du mat, le lendemain est dur. Oui, totalement. Il est dur chez tout le monde, de manière générale, quand même, l'effet raclette, soirée, vin, mais c'est vrai que chez ces personnes, encore une fois, qui ont ce fonctionnement, en fait, on me dit toujours, ouais, mais comme tout le monde. Ouais, mais imaginez l'intensité, en fait. C'est vraiment ça. Faut voir,
soit c'est TND, les troubles du neurodéveloppement, soit le HPI qui n'est pas un TND et l'hypersensibilité qui n'est pas un TND non plus, mais juste des neurofonctionnements différents. C'est l'intensité, l'impact que ça a chez ces personnes-là, il est 5 fois, 10 fois, 100 fois plus fort que sur une personne qui a un fonctionnement normal. Donc, si vous vous imaginez un dimanche dans votre canapé après une raclette, une soirée un peu arrosée, on est endormi 4 heures, imaginez une personne hautement sensible. Bon, là, vous espérez ne pas être son conjoint, du coup, à ce moment précis. Il y a d'autres choses au quotidien, le bruit. Je sais que le bruit, c'est très compliqué quand quelqu'un écoute la télé très fort, par exemple. En fait, ça va vite... En fait, je vais faire une fixette dessus, ça va vite m'agacer et j'arrive plus à me concentrer sur autre chose parce que ça englobe tout ce qui se passe autour de moi. Ouais, ton attention, du coup, t'es focalisée là-dessus. Et t'arrives plus à te concentrer. Quand la lumière est trop forte, le soir, je sais que j'ai besoin d'avoir de la lumière un peu tamisée parce qu'après la journée derrière les écrans avec plein de lumière, etc., j'ai du mal à... Et les lieux publics, les concerts, les choses comme ça c'est quelque chose que ça va aller ou ça va te poser aussi des soucis? Ça va, mais je vais être épuisée. Ouais, il faut pas que le concert dure 4 heures. Voilà, quoi. c'est ça. Okay. Je sais que ça va, j'adore faire ça, j'adore aller voir quand même des artistes en concert, etc. Parce que je trouve ça super, parce que j'adore la musique, donc on la vit vraiment. Mais par contre, ça me vide, parce qu'il y a du monde partout, il y a du bruit, en fait, tout est en activité à fond partout. Et l'attention ne sait pas où se poser et on ressent plein de choses. Enfin, c'est assez difficile à gérer. Mais je pense que c'est ça la dichotomie de ces profils, le côté un peu blanc-noir, si on peut en parler, c'est que on aime vivre plein de choses, on adore ressentir des émotions fortes. Un concert, c'est magnifique, on ressent tout, le son, les basses, la musique, le chanteur, on sent l'ambiance aussi de la salle, cette chaleur, ce côté collectif qui est très beau. En général, dans les concerts, on est tous là pour entendre le même groupe qu'on adore, donc il y a beaucoup de positif, beaucoup de bienveillance. Et à côté de ça, toute cette énergie-là qui nous a fait vibrer pendant 2 heures. Quand on rentre à la maison, en fait, on est au bout du rouleau, au fond du scotch, quoi. Et du coup, comment tu fais pour t'en remettre? Alors, c'est quoi tes astuces pour te remettre, d'un concert, d'une soirée chez des amis? Parce que c'est pareil, on adore nos amis, mais après avoir passé une soirée ou une journée avec eux ou notre famille, à la fin, on a hâte de retrouver la ronron-thérapie, du coup, le chat. C'est quoi tes astuces? Alors, le chat? Moi, je sais que j'adore les plantes vertes. Très clairement, chez moi, on est dans un jardin. Je dois habiter dans un 30 mètres carrés. Il doit y avoir 45 plantes. Enfin, c'est assez chargé. La plante au mètre carré. Oui, c'est assez chargé, mais j'adore ça. Ça me fait beaucoup de bien. C'est vivant, c'est positif, c'est agréable. Après, je sais que vraiment, je vais me boire une petite tisane avec un bon bouquin ou une série qui me réconforte, qui est totalement good vibes. Enfin, ça va être vraiment des petites choses comme ça, mais qui mises bout à bout, vont me faire du bien. Pareil, aller marcher dans la nature, comme on le disait tout à l'heure, ça ressource beaucoup. Et côté personnel, si on peut te demander, avec ton conjoint, comment ça se passe? J'imagine qu'il sait, ça fait un moment que vous êtes ensemble, il sait que tu es hautement sensible, que tu es hypersensible. Comment lui le vit au quotidien? Comment vous le vivez? Comment vous faites? Alors après, moi j'ai de la chance parce qu'en fait c'est plus lui qui m'a mis sur cette piste-là dès le début. J'ai de la chance d'avoir un conjoint qui a 5 sœurs en tout. Donc il est très axé sur la communication, etc. Il est très ouvert à ça, très à l'écoute. Et en fait, il est super à l'écoute. Après, les fois où je suis très irritable, etc., on sait qu'on va se laisser chacun de notre côté. On va pas se parler parce que sinon ça peut partir tout de suite en effet boule de neige. On se laisse notre espace et après c'est bon, on revient. Mais lui, il le vit plutôt bien. Enfin, j'espère. Ouais, donc il est ok. Il est ok, il le sait. C'est même pas un sujet entre vous. Non, totalement. Enfin, vraiment pas. Puis par exemple, si j'ai une grosse journée, je sais que je vais rentrer du travail, il va préparer à manger, etc. Faire en sorte que tout soit prêt. Enfin. Après, ça va dans les deux sens. Mais il est super, ce garçon. Tu vas nous le présenter. Tu vas nous l'amener à la radio. On veut le voir. Bon, en fait, moi, je le connais déjà, mais je confirme qu'il est super. Saverio, juste une petite question avant qu'on finisse. Toi, Dave, je sais que tu n'as pas passé de test pour savoir si tu étais ultra sensible ou hypersensible. C'est un ressenti, c'est le quotidien, ça déborde. Enfin, tu le sens au plus profond de toi. Saverio, est-ce qu'aujourd'hui, comme pour le HPI ou le TDAH, il va exister un test pour savoir si on est hypersensible, des professionnels qui détectent l'hypersensibilité? Alors, il y a des tests qui existent, comme celui d'Hélène Aron ou ceux de l'Observatoire. Nicolas Gauvry, qui travaille aussi sur le HPI, a créé un test pour la haute sensibilité. Donc je pense qu'on est en voie de créer progressivement des tests qui seront suffisamment fiables
pour pouvoir attester de cette haute sensibilité. Mais comme ça concerne beaucoup plus de personnes que le HPI et que ça concerne la sensibilité au quotidien, je pense que la plupart des personnes hautement sensibles le sentent. Elles ont senti ce sens de décalage, cette sensibilité particulière par rapport aux autres, et donc elles, intuitivement ou dans leur observation, ces personnes savent qu'elles sont hautement sensibles. Et finalement, alors je te pose une question la réponse, j'ai envie de dire, on la connaît déjà, mais je te la pose quand même. Est-ce que finalement, c'est nécessaire d'avoir ces tests-là? Est-ce que la nécessité d'un test sur un sujet comme l'hypersensibilité, pour les personnes, c'est important? Est-ce que tu penses, parce qu'en général, on n'a pas choisi cette chanson Les gens qui doutent au hasard aujourd'hui dans cette émission. Les personnes hypersensibles, c'est des gens qui doutent. Le test, en fait, est-ce que c'est juste un moyen de rassurer, finalement, de leur dire oui, tu as raison, fais-toi confiance, tu as cette intuition, et effectivement, c'est ça? Oui, exactement. Ça va confirmer une intuition ou une observation, ça va les rassurer. Et puis, pour un thérapeute, si il a besoin de faire passer ce test, ça va confirmer peut-être une orientation de la thérapie par rapport à cette haute sensibilité, bien que quand on est familier de l'ultrasensibilité, on repère très rapidement celles et ceux de nos patients qui sont concernés par la haute sensibilité. Et puis ça peut faire avancer les autres formes de neurodiversité. Aujourd'hui, il y a par exemple un débat chez les neuropsys ou les psychologues sur le haut potentiel intellectuel. Certains affirment que les personnes qui ont un haut potentiel intellectuel auraient également cette hypersensibilité, cette haute sensibilité, là où d'autres neuropsys font vraiment le distinguo en expliquant que non, l'un n'entraîne pas l'autre. Peut-être que ces tests d'hypersensibilité, de haute sensibilité, en transverse dans ce qu'on appelle justement les diagnostics différentiels, dont on parlait la semaine dernière avec Ludivine Marjorie, où en général aujourd'hui on fait de plus en plus le HPI couplé au TDAH. Ça peut être aussi une piste de savoir finalement quelle est la proportion de personnes HPI qui ont aussi cette hypersensibilité. Tout à fait. Merci Saverio, on doit passer l'antenne. C'était vraiment un plaisir, cette émission est passée à une allure folle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, on est vraiment ravis d'avoir pu partager ce moment avec toi et d'avoir eu la chance de t'avoir en direct sur cette radio locale de Radio Grand Lac, c'était vraiment génial. Donc un immense merci d'avoir de nous avoir donné ton temps si précieux, on est vraiment ravis. Merci beaucoup Saverio. Deb, merci. Avec grand plaisir. On se revoit petit bond dans le temps dans 2 semaines pour notre prochaine émission. Et en attendant, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur Radio Grand Lac, sur la chaîne YouTube et puis sur Suivez le Zeb. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sandra pour la technique d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir, Sandra, de t'avoir. À très bientôt pour notre émission Les Chaussettes dépareillées sur Radio Grand Lac. Très bonne soirée à tous. Radio Grand Lac.